bonjour à tous. Je vais attendre quelques secondes avant de démarrer, histoire que tout le monde se connecte et je pourrai commencer. Alors, on est ensemble du coup ce matin pour un webinaire sur l'accessibilité web, l'accessibilité numérique. Et alors, c'est un webinaire qui va être en 2 parties. Première partie où je vais intervenir toute seule, où je vais vous faire une petite introduction sur ce que c'est l'accessibilité web, pourquoi faire de l'accessibilité web, quelles sont les différentes règles, quelles sont les personnes auxquelles l'accessibilité web s'adresse. Et ensuite, je serai rejointe par Damien Letellier pour une seconde partie un peu plus pratique, dans laquelle on montrera comment optimiser l'accessibilité numérique du site web, de votre site web, dans différentes phases de conception du site. Donc que ce soit la conception plutôt UX, le graphisme, la technique ou les contenus. Donc n'hésitez pas, il y a le lien de la deuxième partie pour vous inscrire dans la deuxième partie dans le chat. Si on changera du coup de salle pour la deuxième partie. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire sur cette deuxième partie de matinée. Donc ce sera directement à la suite de ce webinaire-là. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire à cliquer dans le lien qu'Emmanuel vient de mettre dans le chat. Alors, je vais commencer par me présenter. Du coup, moi, je suis Leslie Janin, je suis consultante recherche et développement chez Adimeo. Je vais vous présenter rapidement Adimeo, donc qu'est-ce qu'on fait avant de commencer vraiment la présentation. Donc Adimeo, on est une entreprise qui accompagne ses clients pour faire du digital un levier du développement. On accompagne nos clients à chaque étape de leur transformation digitale, donc que ce soit dans l'utilisation de nouveaux outils, de nouvelles organisations, de nouvelles techniques, de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs, vos consommateurs, vos clients. Nous, au quotidien, notre challenge un peu, c'est de créer des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Donc, pour mener à bien ces travaux-là, on a différentes expertises, 4 grandes expertises, 4 grandes équipes. On a un pôle autour du conseil, de la stratégie pour définir les trajectoires de transformation, une expertise de design, d'innovation de votre plateforme à travers des prestations comme de l'UX design, du design d'interface, des tests utilisateurs, une expertise technique avec le développement des plateformes digitales et une expertise marketing et animation des plateformes à travers des outils de référencement, d'inbound marketing, de CRM, etc. Donc voilà, ça c'est une petite introduction de qui on est, du coup, Adimeo, chez qui je travaille. Et maintenant, je vais me concentrer sur un peu l'enjeu de ce webinaire, c'est-à-dire l'accessibilité web, ses objectifs et ses principes. Donc dans cette première partie, on va voir ça. Donc qu'est-ce que c'est l'accessibilité web? À qui ça s'adresse? Pourquoi on en fait? Les grands principes de l'accessibilité numérique. Et ensuite, donc comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, si ça vous intéresse, dans une seconde partie sur laquelle vous pouvez vous inscrire sur le lien qu'Emmanuel vient de mettre dans le chat, donc dans une deuxième partie, à la suite directe de ce live, dans une deuxième salle de webinaire, on va un peu poursuivre cette discussion en allant vers des éléments un peu plus concrets de l'accessibilité web, donc voir un peu concrètement quelques outils, quelques points auxquels il faut faire attention, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que vient mettre Emmanuel dans le chat. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. On va parler donc de qu'est-ce que c'est que l'accessibilité web. Donc la définition un peu globale. Pour qui, donc à qui ça s'adresse et pourquoi on a besoin de faire de l'accessibilité numérique.
Donc, comme quand on parle de n'importe quel sujet, c'est toujours bien de commencer un peu par des définitions pour qu'on soit à peu près d'accord sur le sujet, donc de quoi on parle. Alors, l'accessibilité numérique, je vous ai mis différentes définitions, donc 2 définitions du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, donc qui est le référentiel français. Donc, qui définit l'accessibilité numérique comme un moyen de rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap, et un moyen de rendre les services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées. Donc l'idée ici, c'est bien, en tout cas selon le référentiel français, de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder, de communiquer, de comprendre, d'utiliser les services numériques. Et une autre petite définition, ça va être celle du W3C, donc du World Wide Web Consortium, qui, eux, définissent l'accessibilité numérique comme le fait que les sites web, les outils et les technologies soient conçus et développés de manière à ce que les personnes handicapées puissent les utiliser. Plus précisément, que les gens puissent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web, mais également contribuer au web. Donc ici, on va surtout se concentrer sur la partie que les personnes handicapées puissent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web. Mais dans l'accessibilité numérique, on a également la partie contribuer au web, c'est-à-dire que les personnes handicapées puissent également participer au web, contribuer, écrire par exemple, je ne sais pas, des articles sur des blogs, participer à des forums. Donc tout ça, ça fait également partie de l'accessibilité numérique. Pourquoi faire de l'accessibilité numérique? Maintenant qu'on sait ce que c'est, pourquoi s'embêter, entre guillemets, à rendre un site accessible? Alors tout d'abord, en France, c'est une obligation légale, donc ça c'est déjà important. En France, on est obligé de rendre accessible aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne quand il s'agit de services publics, donc comme les personnes morales de droit public, l'État, tout ce qui est questionnaire, les mairies, les bibliothèques, toutes ces missions de service public, la gestion de l'eau, les transports, tous ces éléments doivent être accessibles au public général, donc aux personnes handicapées également. Les entreprises privées qui ont également une mission de service public doivent rendre également leur site accessible. Et les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un certain seuil sont également obligées légalement de rendre leur site web accessible. Donc, c'est déjà une obligation légale que tout type d'information sous forme numérique, quels que soient les moyens d'accès, les contenus, les modes de consultation, soit accessible aux personnes handicapées pour ces entreprises-là. Donc les sites internet, les intranets, les extranets, les applications mobiles, etc. Tout ça doit être accessible aux personnes handicapées qui doivent pouvoir les utiliser. Et cette obligation donc, concerne certains types d'entreprises, mais vous avez peut-être dû voir récemment, il y a eu des nouvelles directives européennes sur l'accès du web aux personnes handicapées. Et ces obligations vont être élargies également à d'autres entreprises. Donc ça commence à être obligatoire pour de plus en plus d'entreprises de se conformer au RG2A, donc au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc ça, c'est la première obligation légale pour ces entreprises, c'est d'être conforme au RG2A. D'afficher une déclaration d'accessibilité disant si le site est totalement conforme, partiellement conforme ou non conforme, signaler les contenus qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées et prévoir des dispositifs d'assistance et de contact. Si les personnes handicapées ont du mal à accéder à votre contenu, il faut que ces personnes puissent contacter quelqu'un.
Donc ça, il peut y avoir des sanctions financières, donc de 20 000 € par site pour défaut d'affichage. Donc il y a déjà ce volet légal qui va être de plus en plus répandu à un nombre croissant d'entreprises. Il y avait des discussions pour élargir cette obligation à toutes les entreprises réalisant du e-commerce, par exemple. Donc c'est quelque chose qui maintenant est un vrai sujet en termes légaux, qui s'applique à de plus en plus de sites, de plus en plus de personnes. Bien sûr, il n'y a pas que l'obligation légale qui fait qu'on veut faire de l'accessibilité. Également, un autre point, ça va être que c'est un atout SEO. Alors oui, l'accessibilité, ça peut impacter le référencement. Même si les recommandations ne sont pas exactement les mêmes pour avoir un site accessible et un super référencement, les deux points sont complémentaires. Une page accessible doit logiquement être bien indexée et bénéficier d'indicateurs positifs aux yeux de Google. Donc par exemple, il y a des points qui sont pris en compte dans le référencement de Google, la navigation, le code HTML qui est bien propre, la structure de titre, les textes alternatifs, des transcriptions de vidéos. Tout ça, c'est des recommandations d'accessibilité qui impactent également votre référencement. Mais surtout et avant tout, je dirais, l'accessibilité, c'est surtout une démarche d'égalité. Avant même d'être un sujet technique ou légal, l'accessibilité s'inscrit dans une démarche d'égalité et de lutte contre les discriminations afin d'offrir à tout le monde le même accès aux informations, aux services en ligne, aux services que vous allez proposer sur votre site web. L'accessibilité, c'est quand même un droit fondamental et un des fondements du web. La création, la valeur sociale du web, c'est le fait que ça permette de communiquer, d'acheter des choses, de réaliser du commerce, de partager des connaissances. Et l'un des principaux objectifs du World Wide Web Consortium, ça va être de rendre tous ces avantages accessibles à tous. Donc, quel que soit leur matériel, logiciel, infrastructure, langue maternelle, culture ou les capacités physiques ou mentales. C'est pour ça que le World Wide Web Consortium, c'est un des plus gros acteurs de l'accessibilité au monde, qui met en place beaucoup d'éléments et beaucoup de règles, beaucoup de conseils pour favoriser l'accessibilité. Donc dans le web, de base, il y a quand même une vraie démarche d'égalité, pour que tout le monde puisse accéder aux mêmes choses, aux mêmes informations, aux mêmes connaissances. Et avant tout, si on fait de l'accessibilité, c'est bien pour ça. La deuxième question qu'on peut se poser quand on parle d'accessibilité web, donc pourquoi faire de l'accessibilité web, mais également pour qui? À qui s'adresse l'accessibilité web? Alors bien sûr, on va parler des personnes handicapées et des personnes en situation de handicap. Donc, par personnes handicapées, on va entendre les personnes qui présentent des incapacités physiques, des incapacités mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec certains éléments peut faire obstacle à leur pleine participation à la société, ici à leur pleine participation au web, sur la base d'égalité avec les autres. Et on va parler également de situation de handicap. Donc, c'est deux façons différentes de voir le handicap, soit par la personne, soit par la situation. Généralement, actuellement, on s'intéresse plutôt aux situations de handicap. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler, c'est la situation, c'est le manque d'adaptation de la situation qui fait le handicap. On parle de situation de handicap quand une personne ayant une déficience se trouve empêchée de faire quelque chose parce que l'environnement n'est pas adapté. C'est cette vision qui est généralement utilisée quand on parle d'accessibilité web. On considère par exemple qu'une personne sourde n'est pas en situation de handicap pour regarder un film,
si le film dispose de sous-titres synchronisés. On considère qu'une personne en fauteuil n'est pas en situation de handicap dans un environnement adapté, par exemple quand il y a une rampe. Donc, c'est bien pour bien comprendre l'objectif de l'accessibilité web, c'est d'adapter le web et tous ses services pour qu'ils ne mettent pas les personnes handicapées en situation de handicap. La personne est toujours handicapée, bien sûr, mais l'environnement web est adapté à cela et lui permet d'utiliser les sites quand même. Donc c'est un peu la vision de l'accessibilité web laquelle on va parler dans ce webinaire. Donc quand on parle de situation de handicap, on va parler de type de handicap. Généralement, quand on parle d'accessibilité numérique, on va penser aux personnes aveugles, peut-être aux personnes sourdes, mais c'est tout. Alors que l'accessibilité du web va englober tous les handicaps. Auditifs, comme la surdité, moteurs, par exemple comme des personnes hémiplégiques, les handicaps visuels, les handicaps de parole, qui peuvent jouer, les handicaps psychiques, comme par exemple de l'anxiété, cognitifs, comme des troubles 10, des troubles de mémoire, des handicaps intellectuels, des troubles de l'attention, des troubles du raisonnement, des troubles de santé, des douleurs chroniques par exemple, qui peuvent nécessiter l'utilisation d'aides diverses, qui peuvent affecter l'utilisation du web, et bien sûr, qui représentent une grande partie des personnes handicapées, les personnes polyhandicapées, donc qui présentent plusieurs troubles de santé. Chaque personne est différente. Les troubles sont souvent multiples et les troubles n'handicapent pas toutes les personnes de la même façon. Donc c'est important quand on s'intéresse à l'accessibilité web de garder à l'esprit la diversité des expériences et des handicaps. Toutes ces déficiences peuvent affecter notre capacité à utiliser un ordinateur. Par exemple, que ce soit dans la saisie d'informations, l'accès au clavier, l'accès à la souris, l'utilisation de différentes aides techniques, dans la prise d'informations, les informations visuelles, les informations sonores. Donc comment on fait quand on n'a pas les capacités pour que ce soit saisir des informations ou prendre des informations de la même façon que tout le monde? Beaucoup de personnes vont utiliser donc des aides techniques. Et il faut un peu les connaître, un peu les comprendre quand on s'intéresse au handicap. Différentes aides techniques sont utilisées en fonction de du besoin des personnes. On peut penser par exemple aux contracteurs qui vont donner une information binaire on-off, donc qui sont de plusieurs sortes selon les capacités de la personne et qu'on viendra placer aux endroits où on retrouve la meilleure réponse motrice. Donc par exemple, on va placer un capteur de pression en surface de la peau et en contractant un muscle, ils vont se déclencher. Ça permet aux personnes qui n'ont pas la mobilité de leurs doigts, par exemple, de cliquer. De la même façon, on va avoir des contracteurs au souffle qui vont permettre, en inspirant, en expirant, de naviguer, de cliquer sur des choses quand on n'a pas l'usage de tous ses membres. On peut penser également aux différents périphériques de pointage. Ici, un exemple de souris anti-tremblement pour les personnes qui ont des spasmes, des choses comme ça, qui vont limiter les effets des tremblements à l'écran. L'utilisation de trackball également, donc, qui sont les petites boules que vous avez déjà sûrement utilisées, qui étaient avant sur le haut de certaines souris, qui permettent d'utiliser bien sûr avec le doigt, mais pour d'autres personnes qui n'ont pas l'utilisation de leurs membres avec la langue, avec la bouche, avec le nez, on peut cliquer avec le menton, utiliser le pointage à la tête, donc manipuler la souris avec la bouche, dirigée par la pression des lèvres et en cliquant avec le souffle. J'ai mis beaucoup d'exemples. On a l'utilisation également, par exemple, pour les personnes qui
qui sont vraiment paralysés de l'eye tracking, où on dirige le contrôleur avec les yeux. L'utilisation de divers claviers de forme adaptée au handicap de la personne, par exemple des claviers à une main ou des claviers qu'on utilise sur une souris manuelle. Bien sûr, des claviers virtuels qui sont souvent utilisés par les personnes qui ont des conducteurs au souffle. Tout ce qui est reconnaissance vocale, donc logiciel de reconnaissance vocale, très utilisé également par des personnes qui ne peuvent pas se servir de leurs membres. Et on va passer différents claviers, des claviers avec des lettres plus grosses pour les personnes malvoyantes, des plages braille qui permettent aux aveugles d'afficher en braille ce qu'il y a à l'écran, et des logiciels de synthèse vocale qui lisent tout ce qu'il y a à l'écran. Donc un petit panorama, un petit exemple de ce qu'il y a, ce qui est utilisé comme technologie d'assistance. Et en fait, quand on parle de ça, on prend en compte, c'est parce qu'il faut prendre en compte tous les éléments que peuvent utiliser des personnes handicapées pour accéder à votre contenu. Donc, est-ce que votre contenu est adapté à des personnes qui utilisent telle ou telle technologie d'assistance? Donc, il faut garder à l'esprit tous les types de handicaps dont les personnes peuvent souffrir, mais également toutes les technologies d'assistance et aides techniques qui peuvent être utilisées, car elles impactent de façon différente pour chacune la façon dont chacun accédera à votre site. Une personne qui navigue à la reconnaissance vocale, donc en disant à son ordinateur « clique sur le bouton X », n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne qui peut naviguer au clavier. Donc, le but, ça va être d'essayer que votre site web soit accessible au maximum de personnes dans un maximum de situations. Et plus généralement, l'accessibilité du web va également profiter aux personnes non handicapées. Par exemple, des personnes qui utilisent différents appareils avec des petits écrans, des téléphones portables, des montres intelligentes, et différents modes de saisie. En fonction de l'appareil que vous allez utiliser, vous allez avoir des modes de saisie différents et ça peut impacter donc votre usage. Les personnes âgées, donc qui ne sont pas toujours considérées ou ne se considèrent elles-mêmes pas toujours comme en situation de handicap, malgré parfois la perte de certaines capacités en raison du vieillissement. On est dans un pays avec une population vieillissante dont les personnes âgées vont au fur et à mesure moins bien voir, moins bien entendre, et c'est une population qui va être de plus en plus habituée à se servir du web. Donc les personnes âgées maintenant vont être de plus en plus des personnes qui ont travaillé avec le numérique, qui se servent du numérique et qui voudront continuer à l'utiliser. On peut également penser à des personnes ayant des handicaps temporaires, comme des personnes qui se cassent le bras, qui perdent leurs lunettes, etc. Des personnes dans des situations spécifiques. Par exemple, moi ça m'arrive souvent, je n'ai pas envie de faire de bruit en lisant une vidéo YouTube avec le son, je mets les sous-titres, comme ça je peux regarder une vidéo sans avoir le son qui dérange tout le monde. On est dans une situation où on ne peut pas écouter de l'audio, donc on va se servir de ce que nous permet le site web. Et des personnes qui ont une connexion limitée, qui ont une bande passante limitée ou coûteuse. Toutes ces personnes-là, ça peut leur servir que votre site web soit bien adapté. Je vais passer maintenant faire un point sur les grands principes. Donc, pourquoi on fait de l'accessibilité web? Donc, il y a plein de raisons. Pour le côté légal, ça favorise également le référencement et pour l'égalité et l'accès à tous. Ça sert majoritairement aux personnes handicapées, mais ça peut également être utile pour d'autres personnes. Maintenant, comment on va faire de l'accessibilité web? Alors, il y a 4 grands principes d'accessibilité que vous retrouverez dans le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RG2A.
Il y a 4 grands principes. C'est-à-dire que l'accessibilité numérique consiste à rendre les services en ligne accessibles aux personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient perceptibles, il faut qu'on facilite la perception visuelle, auditive, parfois tactile, en fonction du contenu. Il faut qu'ils soient utilisables, donc qu'on fournisse aux utilisateurs les possibilités d'utiliser sans difficulté l'interface, de naviguer facilement. Il faut que ce soit compréhensible, c'est-à-dire qu'on ait facilement accès au sens, par exemple, du contenu textuel, que ce ne soit pas trop compliqué, mais également qu'on comprenne facilement la façon dont le site fonctionne. Et il faut que ce soit robuste, c'est-à-dire que que ce soit bien compatible avec, par exemple, les technologies d'assistance, que le site fonctionne bien et qu'il puisse bien être utilisé par les personnes qui utilisent, par exemple, des technologies d'assistance. Donc, je vais revenir rapidement sur chacun de ces 4 points et pour montrer quelques exemples. Donc, la perceptibilité, c'est qu'il faut que le site soit perceptible. L'idée, c'est qu'il s'agit de faciliter la perception visuelle et auditive du contenu. Donc, généralement, c'est le fait que la personne puisse soit voir, soit entendre le contenu, mais également, comme je l'ai mentionné, le toucher. Par exemple, l'utilisation d'une plage braille permet de transformer le contenu textuel à l'écran en contenu braille. Donc, il faut que le contenu puisse être consulté de différentes manières sans perte d'informations. Donc, par exemple, le fait de proposer des équivalents textuels au contenu non textuel, par exemple de mettre une description d'image, une alternative d'image, permet aux personnes qui ne voient pas les images d'avoir accès quand même au sens du contenu. Le fait de proposer des alternatives aux vidéos également, comme le fait de mettre des sous-titres pour les personnes qui ne peuvent pas entendre, mais également des descriptions du contenu, de l'audio-description pour les personnes qui ne peuvent pas voir la vidéo. Ça permet d'accéder au sens du contenu. De la même façon, un autre exemple, ça va être de ne pas utiliser la couleur comme signifiant de sens. Par exemple, si je vous mets un graphique sur une page, je vous dis, bon, bah voilà, le groupe A, c'est le jaune, le groupe B, c'est le rose, et le groupe C, c'est le rouge. Alors, c'est très bien, mais pour les personnes qui ne voient pas les couleurs, eh bien, ça va être difficile à comprendre. Donc, pour rendre le site perceptible, il faut qu'il soit perceptible par tout le monde. Donc, bien faire attention à la façon dont on donne le sens du contenu, dont on transmet le contenu à l'utilisateur. Donc, c'est différents exemples, mais il y a également, bien sûr, plein d'autres façons de le faire. Un autre point, c'est l'utilisabilité. L'utilisabilité, c'est le fait de permettre aux utilisateurs de naviguer facilement et d'utiliser sans difficulté l'interface. Donc, c'est-à-dire de fournir des éléments d'orientation nécessaires pour savoir où on est dans la page, où est-ce que le contenu se trouve. Et surtout, puisque les personnes handicapées utilisent souvent, comme je vous ai montré, des dispositifs alternatifs pour naviguer, c'est important de faciliter leur utilisation, donc de faire en sorte qu'ils puissent utiliser ces dispositifs. Donc, par exemple, des petits exemples faciles, c'est le fait de ne pas cacher le focus clavier. Donc, quand vous tabulez sur un site, les éléments interactifs sur lesquels vous êtes vont s'entourer, en général, d'une petite ligne ou vont se mettre en surbrillance, s'ils sont en focus. Ça permet aux personnes qui naviguent soit uniquement avec le clavier, soit avec différents contacteurs, de savoir où ils sont dans la page. Donc ça, c'est important de ne pas le cacher. De la même façon, le fait d'afficher le fil d'Ariane, donc l'élément qui vous met où est-ce que vous êtes dans l'organisation du site, ça permet aux personnes qui sont un peu perdues parfois sur l'utilisation de la page de savoir où ils sont dans la page, où ils sont dans le contenu, où ils sont dans le site, et donc de leur faciliter la navigation. Et bien sûr, un autre point, un autre exemple qu'on peut
qu'on peut donner, c'est de laisser le temps aux utilisateurs pour utiliser les contenus. Donc, éviter les contenus qui défilent, par exemple, très vite, ou les limites de temps sur les pages, parce que si vous utilisez certains dispositifs alternatifs, par exemple la navigation au souffle, ou la navigation avec différents contacteurs de menton, de nez, etc., vous allez mettre plus de temps pour cliquer sur certains éléments pour y accéder. Et il faut que le site vous laisse le temps. Donc voilà, quelques exemples sur l'utilisabilité. Il y a également le fait que le site web doit être compréhensible. Donc par compréhensible, qu'est-ce qu'on entend? On entend le fait que les informations du site doivent être compréhensibles pour les utilisateurs, mais également l'utilisation de l'interface. Donc, vos utilisateurs doivent pouvoir accéder facilement au sens du contenu, mais également comprendre comment le site fonctionne. Donc ici, on va surtout s'adresser à des personnes qui vont avoir des difficultés à comprendre un langage complexe. Donc ça peut être des personnes ayant des handicaps psychiques, des personnes non francophones, là, qui vont être, en l'occurrence, pas des personnes handicapées, mais en situation de handicap, ou des personnes qui peuvent avoir des difficultés dans l'utilisation d'une interface web, par exemple des personnes qui vont avoir des difficultés d'apprentissage, mais également des personnes âgées, par exemple, qui peuvent avoir du mal simplement à utiliser le web. Donc, quelques petits exemples de choses qu'on peut mettre en place. Ça va être de, par exemple, préciser la langue dans le code. Donc ça va permettre aux outils de traduction automatique, par exemple, de pouvoir traduire la page, mais également aux logiciels, comme les logiciels qui lisent la page pour les personnes aveugles, de bien prononcer les éléments et que les personnes ne soient pas perdues. Il faut également faire en sorte que l'interface fonctionne toujours de la même façon. Donc, par exemple, quand vous avez des liens sur votre page, ils doivent toujours se ressembler, toujours être mis sous la même forme pour que ce soit évident quand on apprend à utiliser votre site que ceci est un lien. De la même façon, votre menu sur tout votre site doit se présenter de la même façon. Comme ça, les utilisateurs peuvent apprendre le fonctionnement de votre interface. Et on va également essayer de donner des instructions claires. Par exemple, c'est le cas, beaucoup de règles dans le RG2A sur les formulaires, sur le fait de bien donner des instructions claires aux utilisateurs. Souvent, les personnes à qui ça peut poser problème, c'est des personnes qui vont avoir des handicaps psychiques et des difficultés d'apprentissage pour comprendre quel format il faut rentrer dans les cases. Là, par exemple, comme ce que j'ai mis sur la diapo, c'est un exemple classique, c'est quand on demande une date de naissance, sous quel format on la demande. Il faut bien préciser le format dans lequel on la demande dans les instructions et, par exemple, donner des exemples de comment on écrit ce format pour que ce soit clair, avoir des instructions claires pour les personnes qui pourraient avoir des difficultés. Donc ça, c'est assez important pour rendre le site compréhensible et l'usage plus facile. Finalement, le dernier point, c'est la robustesse de votre site web. Rendre votre site robuste, c'est optimiser la compatibilité de votre site avec les utilisations actuelles et futures, y compris avec les technologies d'assistance. C'est surtout ici les technologies d'assistance qui vont nous intéresser dans le cadre de l'accessibilité. Donc ça signifie que votre contenu, il doit être facilement interprétable de manière fiable par tous les agents utilisateurs. Les agents utilisateurs, c'est tout ce qui va accéder à votre site web, y compris les technologies d'assistance. Donc, tout ce qui va être lecteur d'écran, tout ce qui va être traducteur automatique, tout ce qui va être plage braille, etc. Tout ça va accéder à votre site web et il faut qu'il puisse comprendre, en gros, votre code et réussir à interagir avec. Ça permet aussi un meilleur référencement par les robots d'indexation, en général. Donc, tout bénef. Par exemple, ce qui est important pour que les technologies d'assistance réussissent bien à interagir avec votre site, ça va être que les éléments soient correctement balisés
dans le code, de bien identifier le nom, le rôle de chaque élément de code, d'avoir vraiment un code qui est propre et qui permet aux technologies d'interagir facilement avec lui. Donc ça, on va le voir plus en détail lors du point technique avec mon collègue qui nous rejoindra, qui vous donnera quelques exemples. Donc voilà pour cette petite introduction donc, sur l'accessibilité web et pourquoi on en fait, à qui ça sert et un peu les grands principes. L'idée, donc comme je l'ai dit au début, c'est si ça vous intéresse de continuer de creuser ce sujet avec nous, on a un webinaire qui est en 2 parties. Donc pour suivre la deuxième partie, il faudra changer de salle. Vous avez un lien qui est dans le chat et qui vous permettra d'accéder à la seconde partie de ce webinaire. La deuxième partie, on va essayer de creuser un peu plus l'accessibilité, de vous donner des exemples concrets d'outils que vous pouvez utiliser pour rendre votre site plus accessible. Et je serai rejoint par Damien, qui est développeur chez Adimeo et qui donnera des exemples de comment on peut rendre un site plus accessible dans la partie développement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui est dans la description, ce sera vraiment juste après. Donc pour ceux qui nous quitteront sur cette partie, petit point sur la façon dont Adimeo peut vous accompagner. Donc dans le développement de sites plus accessibles, si ça vous intéresse, on a des experts qui sont formés à l'accessibilité en conception, en développement et en évaluation. Donc que ce soit sur l'architecture des contenus, l'identité graphique, on peut vous accompagner dans la conception de sites web plus accessibles. On a également des développeurs qui sont formés à l'accessibilité et des experts qui peuvent réaliser des audits et mettre en place des tests utilisateurs pour améliorer l'accessibilité de vos sites web. Donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Pour ceux qui vont nous quitter, juste ici, je mets les dates des prochains webinaires. Donc on a 2 webinaires, enfin un webinaire prévu en avril et un webinaire prévu en mai avec les équipes d'Adimeo. Et n'hésitez pas, donc, si vous avez des questions. Et sinon, pour ceux qui restent avec nous, donc, on a un lien vers la seconde partie du webinaire qui est dans le chat. N'hésitez pas à vous y inscrire. Dès qu'il sera 45 à peu près, on ouvrira, donc 10h45, on ouvrira la deuxième partie du webinaire où on verra d'autres points sur l'accessibilité, quelques conseils un peu plus pratiques, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en attendant. On va faire une petite pause quand même entre les deux. On a des très bons exemples dans le chat sur le fait que l'accessibilité numérique soit pour tous et la différence entre personnes handicapées et situation de handicap. On a des exemples d'Alice C qui dit vous êtes dans le bus, le métro et vous n'avez pas d'écouteurs, vous voulez regarder une vidéo. Le fait qu'elle soit sous-titrée vous permet de la suivre. Effectivement, ça c'est tout à fait pertinent. C'est des exemples de l'accessibilité numérique qui permet à tous d'accéder à du contenu dans certaines situations. Et effectivement, un autre très bon exemple sur la différence entre personnes handicapées et situation de handicap. Si on est une personne entendante et qu'on arrive dans une discussion d'un groupe de personnes qui discutent en langue des signes, c'est nous qui allons nous retrouver en situation de handicap, puisque c'est nous qui n'allons pas pouvoir comprendre la discussion. Des très bons exemples. Merci Alice C. Donc, s'il n'y a pas de questions,
on va pouvoir basculer dans la seconde partie du webinaire pour ceux que ça intéresse. Alors, rebonjour à tous. Nous revoilà pour la deuxième partie du webinaire de ce matin. Le but ici, ça va être d'aller un peu plus loin dans l'accessibilité, de voir quelques exemples concrets sur la façon de travailler les éléments de l'accessibilité en fonction des différents métiers du web. Alors, je suis rejoint par Damien, que vous voyez, qui est développeur chez Adimeo. Damien, tu peux dire un petit mot? Oui, j'espère que vous m'entendez. Donc je suis Damien Letellier, je suis développeur front-end chez Adimeo et donc j'ai été formé à l'accessibilité et je développe donc je m'occupe de la partie HTML, JavaScript et CSS du site, donc habillage et markup et HTML quoi. Et également des composants JavaScript. Et donc, mon métier, en gros, c'est de transformer une maquette graphique en un site web utilisable et accessible. Super. Alors donc, pour la suite de ce webinaire, comme je disais, on va un peu creuser les réflexions autour de l'accessibilité et présenter des exemples autour des différents métiers du web. Alors, comme on l'a déjà vu ce matin, on a déjà fait un point sur l'accessibilité numérique ce matin. Je vais revenir simplement sur quelles sont les erreurs communes, les fausses impressions qu'on peut avoir sur le sujet, et Damien vous expliquera pourquoi c'est essentiel de travailler l'accessibilité dès le début du projet. Oula, ça bug. Pas grave. On a déjà vu ce matin ce qu'était l'accessibilité, pourquoi c'était important, pourquoi l'accessibilité, même si ça pouvait avoir plein d'avantages, déjà ne pas avoir une amende, respecter la loi et avoir des avantages SEO, on a quand même vu que c'était avant tout une question d'égalité, de valeur, qu'il s'agit de reconnaître que certaines personnes sont désavantagées en raison de caractéristiques spécifiques, et de reconnaître que c'est une mauvaise chose et qu'il faut essayer de rendre tout le web accessible. C'est-à-dire que les personnes handicapées comptent et ont une place dans notre société et devraient pouvoir interagir avec le web comme tous les autres. Beaucoup de fausses idées circulent sur l'accessibilité. On a souvent des impressions sur le sujet. Je vais vous donner quelques exemples parce que je trouve que c'est marrant. Voilà, il y a des choses intéressantes à dire. Une fausse idée que j'entends souvent, c'est des gens qui disent « moi, ça ne me pose pas de problème » ou « je ne vois pas le problème avec ça quand on relève des problèmes d'accessibilité ». Donc, on va avoir soit des personnes qui se disent « ça va, ça passe, c'est pas si pire, c'est un critère secondaire ». Alors oui, il y a des éléments qui sont moins bloquants que d'autres, mais ce n'est pas une raison pour essayer de faire mieux. Mais sinon, la dernière fois que j'ai entendu cette phrase, c'était dans la bouche d'une collègue à qui je disais que les animations sur un site, ça pouvait poser problème à des personnes qui avaient des troubles de l'attention. Et elle me dit, bah moi ça va, j'ai un TDA et ça ne me dérange pas. Alors cool, hein, tant mieux. Mais c'est pas parce que ça pose pas de problème à une personne souffrant de TDA que ça ne posera de problème à aucune personne. Donc il faut bien comprendre que toutes les personnes qui ont le même handicap n'ont pas forcément les mêmes problèmes, les mêmes façons de le vivre et les mêmes symptômes. En général, si une recommandation d'accessibilité a été validée, que ce soit dans le RG2A ou dans les critères WCAG, c'est parce qu'elle est utile pour certaines personnes. La deuxième idée reçue, on va dire, ça va être dans la même veine, c'est qu'en général, on se dit, bon, bah, si j'ai pensé aux personnes aveugles et aux personnes sourdes, peut-être aux personnes atteintes de troubles de l'attention, si on a de la chance, c'est bon, on a fait le tour. Alors, on a vu plus tôt que les handicaps vont regrouper des troubles très variés et des personnes très différentes. Ça va aller des troubles moteurs aux troubles cognitifs. C'est également essentiel de ne pas oublier les personnes qui ont plusieurs handicaps, donc qui souffrent de polyhandicap. On peut être sourd et également paraplégique. On peut avoir un problème visuel et un trouble cognitif. Il faut
que toutes ces personnes puissent accéder au web. Ce n'est pas l'important, c'est d'offrir à tous un accès égal. D'ailleurs, on a également tendance à penser que l'accessibilité, ça concerne un nombre assez réduit de personnes. Mais en France, selon une étude INSEE de, je crois, c'est 2019, il y avait 7,6 millions de personnes de plus de 15 ans en situation de handicap. Donc la proportion de personnes handicapées, ça va augmenter aussi beaucoup avec l'âge. Avant 60 ans, il y a à peu près 9% de la population qui a une limitation fonctionnelle, donc qui déclarent qu'ils ont des problèmes à réaliser certaines activités. Et après 60 ans, le nombre de personnes qui ont des problèmes à réaliser certaines activités, ça peut monter jusqu'à 25%. Donc avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes qui ont des soucis d'audition, de vue, de motricité, ça va augmenter d'année en année. Et ces personnes vont vouloir continuer à utiliser le web. Donc ça, c'est comme j'ai vu la question dans le chat, donc pourquoi il y a peu de personnes en situation de handicap, on ne va pas s'embêter avec ça. Je pense que là-dessus, sur les chiffres, ça représente quand même un pourcentage assez important de la population. Donc surtout chez les personnes âgées, et plus le temps va avancer, plus les personnes âgées vont être des personnes qui ont grandi, enfin pas grandi avec le web, mais qui ont connu le web assez jeune et qui vont vouloir continuer à utiliser le web malgré leurs limitations fonctionnelles. Donc au final, ça ne représente pas une si petite proportion de la population. Donc il y a plein de raisons de faire de l'accessibilité un élément essentiel de votre site web. Mais une autre fausse idée qu'on va avoir sur l'accessibilité, c'est que ça concerne uniquement la technique ou uniquement les graphistes. Eh bien non. L'accessibilité, ça va concerner tous les métiers du web et doit être travaillé dès le début du projet. Hop, Damien, je te laisse. Alors pourquoi ça peut être très important de travailler l'accessibilité dès le début d'un projet? Donc déjà, ça permet de définir un périmètre en termes de niveau de conformité qu'on veut atteindre. Il peut y avoir des critères qui sont très, très exigeants pour l'accessibilité totale d'un site. Par exemple, la transcription textuelle de tous les contenus vidéo qu'on trouve sur un site. Donc pour la plupart du temps, ça va engendrer des coûts qui ne peuvent pas être supportés par l'entreprise ou le service, voilà, enfin, par l'entreprise qui va essayer d'atteindre ce niveau de conformité. Donc on va déjà encadrer ce périmètre-là pour éviter de perdre du temps après dans la suite du projet. Une fois ce périmètre encadré, le développement il va être facilité parce qu'on sait ce qu'on vise comme niveau de conformité. On peut détecter les erreurs dès le début de projet, pendant le développement du projet, et faire les allers-retours qu'il faut et éviter de revenir dessus à la toute fin en disant il y a rien qui va, le site n'est pas accessible, et l'audit qu'on pourrait passer en fin de projet va droit dans le mur. Donc comme je viens de le dire, ces problématiques d'accessibilité en fin de projet, ça peut augmenter beaucoup le coût d'un projet. Ça prend beaucoup plus de temps de revenir sur un site développé et de les redévelopper avec cette dimension accessible que de la prendre en compte dès le début du projet, et que ce soit comme le disait Leslie, par tous les métiers qui encadrent un projet numérique. Donc les développeurs, les graphistes, l'avant-vente, et les chefs de projet, le client qui est concerné aussi, et qui est sensibilisé à cette thématique de l'accessibilité. Et donc sur le long terme, il faut aussi, donc comme l'avait précisé Leslie en première partie, prendre en compte le fait que les restrictions concernant les applications qui doivent être accessibles peuvent augmenter
avec le temps, puisque on peut se retrouver avec une population de plus en plus importante, comme le précisait Leslie tout à l'heure, qui sait utiliser le numérique et qui ne pourra pas forcément avoir toujours les mêmes capacités à l'utiliser et donc toujours rendre au plus grand nombre ces applications accessibles. Ça reste important pour ce gain en long terme et toujours éviter de revenir sur un site qui n'a pas du tout pris en compte cette thématique et qui, du coup, c'est un nouveau projet à mener. Clairement, c'est un projet à remonter de toutes pièces parce que c'est sur des très gros sites, ça peut être un énorme chantier. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un peu l'idée qu'on va creuser dans cette deuxième partie, c'est de dire que c'est important de prendre en compte l'accessibilité à toutes les phases de la création d'un site web. Alors, on ne va pas parler des phases de préparation, mais c'est important aussi, comme Damien l'a mentionné, hein, de savoir quel niveau d'accessibilité on vise dès le départ et de se dire de préférer se mettre des critères peut-être un peu plus hauts pour avoir un site plus accessible, plutôt que de revenir faire des corrections qui vont être très coûteuses à la fin du projet. Donc, on va faire un petit point sur différentes phases d'un projet web et pour chacune, donner quelques exemples d'éléments qui peuvent aider à l'accessibilité, essayer de faire quelques petites démonstrations d'outils également d'outils un peu pratiques qui peuvent vous aider à insuffler un peu plus d'accessibilité dans vos projets. Lors de la conception d'un site, donc plus de la conception UX, de la navigation des wireframes, vous allez décider des éléments qui vont être présents, de la façon dont l'arborescence d'un site va se déployer, de ses fonctionnalités. Et il y a pas mal d'éléments essentiels qui vont être à prendre en compte lors de cette phase. On va en voir quelques-uns, bien sûr, de façon non exhaustive, parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps si on voulait être exhaustif. Donc, on a vu plus tôt dans la première partie qu'il est important que le site comporte des éléments d'orientation pour que votre utilisateur puisse naviguer et trouver le contenu. C'est nécessaire de leur faciliter l'accès à l'information. Dans le RG2A, on a une règle qui est que chaque ensemble de pages doit comporter au moins 2 systèmes de navigation. Un menu, un plan du site et un moteur de recherche, donc au moins 2 de ces 3 systèmes de navigation. Ça va permettre à l'utilisateur de trouver plus facilement l'information de la façon qui leur semble le plus pratique et facile. C'est-à-dire pour des personnes qui ont plus de facilité à utiliser un moteur de recherche, elles vont pouvoir utiliser le moteur de recherche. Pour des personnes qui ont plus de facilité à naviguer dans un plan du site, qui est assez facile pour naviguer au clavier, par exemple, vont utiliser le plan de site. Ce qui permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement dans votre site et donc de l'utiliser plus facilement, quels que soient leurs besoins spécifiques. On avait également mentionné plus tôt l'utilité du fil d'Ariane. Donc, le fil d'Ariane, ça va être la petite suite de liens en haut de page qui va permettre à l'utilisateur de déterminer son emplacement dans le site. Ça va faciliter la navigation dans l'arborescence des contenus et ça va bien aider au repérage dans l'architecture d'un site. Autre exemple d'éléments qui peuvent être facilitants lors de la conception, c'est de prévoir des liens d'accès rapide ou des liens d'évitement. Les liens d'accès rapide et les liens d'évitement, c'est des liens qui sont situés tout en haut d'une page web, qui peuvent être tout le temps visibles ou apparaître qu'à la navigation au clavier lorsqu'on appuie sur une touche tabulation. Je vais vous montrer un exemple, si j'arrive à partager mon écran. Voilà. Donc, je vais montrer la différence entre une page qui ne le propose pas et une page qui le propose. Donc ici, quand je suis sur le site web Marmiton, si je veux accéder à la recherche, bon déjà, je n'ai pas toujours
Le focus clavier, je ne sais pas toujours où je suis, donc ce n'est pas très facile pour se repérer. Et si je veux accéder à la recette, il faut que je fasse beaucoup de tabulation. Ça me prend beaucoup de temps. Je ne sais même pas du tout où je suis pour accéder ici, au bas, là je suis là, au bas de la page, aux ingrédients, etc. Et là, je peux accéder finalement aux ingrédients en tabulant. Donc pour une personne qui va utiliser le clavier, ça va prendre un peu de temps pour accéder à la recette. Alors que si on met en place un lien d'accès rapide, par exemple sur ce site, à la première tabulation, j'ai un lien en haut de la page qui me propose d'aller au contenu. Ce lien va me permettre d'accéder directement au contenu principal de la page sans passer par tous les menus, etc. Donc ça permet de faciliter la navigation pour les personnes qui naviguent au clavier ou avec différents moyens d'accès, différentes aides techniques. Ça va leur faciliter l'accès à l'information et faire en sorte que ce soit plus rapide. Maintenant, je ne sais plus. Oui, c'est bon, je peux réafficher. Je peux réafficher les diapos. Donc ça va permettre aux utilisateurs qui consultent les pages de manière linéaire, donc soit en mode vocal également, les personnes qui vont lire avec un lecteur d'écran. Le premier lien sur lequel ils vont tomber, c'est accéder au contenu. Ça va leur permettre d'aller plus rapidement au contenu. Les personnes qui naviguent bien sûr en tabulant ou les personnes qui ont un écran de faible largeur, de ne pas avoir à défiler l'ensemble des éléments sur chaque page pour accéder au contenu. Ça permet d'éviter des actions au clavier répétées pour parcourir la page et donc ça améliore l'accessibilité des contenus aux personnes handicapées. Donc c'est assez important puisque un des éléments de l'accessibilité, c'est que vos utilisateurs doivent pouvoir comprendre comment le site fonctionne. Et donc, le site doit leur faciliter l'accès. Ce qui est important également, c'est, comme c'est noté sur la diapo, c'est la cohérence. La cohérence dans le fonctionnement. C'est plus facile d'apprendre à utiliser un site web si celui-ci fonctionne toujours de la même façon. Si on reprend l'exemple des systèmes de navigation, donc les menus, les barres de recherche, etc., il faut que ces systèmes de navigation soient cohérents à travers le site. C'est-à-dire qu'en phase de conception, sur vos maquettes, il faut que les menus ou les barres de navigation soient toujours à la même place dans la présentation de chaque ensemble de pages, qui se présentent toujours à peu près dans le même ordre dans le code source de chaque ensemble de pages, et que la barre de recherche, le plan du site, soit sur toutes les pages accessibles de la même façon, à la même place, dans le même ordre. Donc à la même place, c'est visuellement sur votre maquette, mais dans le même ordre, ça va également être dans le code source, puisque les personnes qui naviguent avec certaines aides techniques ne vont pas naviguer dans la page que vous voyez, mais dans le code directement. Donc, quand on conçoit un site web, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et ça, c'est quelques exemples d'éléments auxquels il faut faire attention. D'autres exemples sur la conception graphique. Alors, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver quand on veut concevoir un site qui soit moderne, qui soit beau et qui soit accessible. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, le fait de faire de l'accessibilité, ça n'empêche pas la créativité. Ça demande juste de respecter quelques règles. Et donc, comme on dit en littérature que le fait d'avoir des contraintes, ça développe la créativité, je vais dire la même chose dans le web. Le fait d'avoir des contraintes, ça développe la créativité. Quelles contraintes on peut avoir ? Donc, quelques exemples. On va prendre quelques exemples de contraintes. L'élément le plus connu globalement en accessibilité, ça va être l'importance des couleurs et des contrastes. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Lorsque vous choisissez une palette de couleurs pour votre site web, vous devez vous assurer que la couleur du texte au premier plan
soit bien contrasté avec la couleur d'arrière-plan. Votre design peut avoir l'air cool, mais c'est pas bien si les personnes avec un handicap visuel comme le daltonisme ne peuvent pas lire votre contenu. Et ces besoins de contraste, ça va concerner le texte, mais aussi les liens qui sont dans votre texte, le texte en image, c'est-à-dire quand vous avez une image sur la page et que dedans il y a du texte, il faut aussi que ce texte-là soit assez contrasté. Vos animations, il faut qu'il y ait un contraste suffisant également sur vos animations. Le texte de sous-titrage, le texte incrusté dans les vidéos, les icônes sur lesquelles les personnes doivent cliquer, tout ça doit être suffisamment contrasté pour que ça fonctionne bien. Donc vous avez de nombreux outils pour tester les contrastes. Je vais vous en montrer 2. Il faut que je repartage mon écran du coup. Écran 1. Je vais vous en montrer 2. Donc le premier, c'est le WCAG Contrast Checker, qui est un outil automatique. Donc ici, vous voyez que j'ai cliqué sur la petite... vous voyez ou pas? Ça s'affiche, j'espère. Vous voyez, j'ai cliqué sur mon petit add-on et ça m'a fait automatiquement les contrastes de la page Babelio. Alors, je choisis Babelio parce que les contrastes sont affreux. Et en cliquant dessus, donc on peut voir également les endroits sur lesquels les contrastes ne sont pas bons. Donc, ça va calculer automatiquement le contraste avec la couleur de texte et la couleur de fond et me dire si ça passe le test en AA. Donc ça, c'est les critères du RG2A ou les critères augmentés, de contraste augmenté. Donc ça ne passe pas de toute façon. Et vous pouvez voir sur le site à quel niveau votre contraste a lieu. Deuxième outil que vous pouvez utiliser, que j'aime bien, c'est le Color Contrast Analyzer, qui va, lui, vous permettre de sélectionner directement les couleurs sur la page. Puisque, en fait, le WCAG Contrast Checker va analyser le code. Donc, va prendre les couleurs dans le code, votre couleur de fond, votre couleur de texte, et va regarder si ça a un contraste suffisant. Par contre, ça ne prend pas en compte les images de fond, les textes en images, etc. Donc, ça ne va pas vous permettre d'analyser ça. Par contre, si vous utilisez ce contrast checker-là, vous pouvez directement aller analyser sur la page en prenant la couleur de premier plan, ici par exemple le texte, et la couleur de fond. Et ça vous dit si c'est conforme au niveau AA ou au niveau AAA. C'est très pratique pour si vous voulez regarder le texte en image. Par exemple, ici, je peux savoir si le texte du titre du livre est assez contrasté avec le fond. Je peux le faire sur l'image. Je peux le faire sur l'image directement en sélectionnant le fond et le texte et ça me dit si le titre est assez contrasté. Donc cet outil est assez pratique si vous voulez aller un peu plus loin quand vous avez des images de fond, etc. Donc celui-ci est très bien. J'arrive à revenir. Oui, c'est bon, je sais comment ça marche. Hop, alors ça, c'est sur les contrastes. Donc, il y a beaucoup d'outils qui permettent de tester les contrastes. Ça fonctionne assez bien. Et en général, c'est les éléments sur lesquels il peut y avoir beaucoup de soucis sur les sites web. Donc, à prendre en compte lors de la conception graphique. D'autres éléments qu'on peut prendre en compte lors de la conception graphique, ça va être les textes utilisés, des polices de textes utilisés, etc. Alors, pour les textes, les principaux facteurs qui vont avoir une influence sur la lisibilité, ça va être les dimensions du texte, la taille, l'espacement des lettres et des lignes et l'alignement. Alors, il n'y a pas de règle à ce sujet dans le RG2A, puisque les experts ont du mal à définir une norme de taille, de graisse ou d'espacement qui garantirait que le texte est plus lisible. C'est assez difficile à déterminer et donc il n'y a pas de règle. Généralement,
Les associations de défense des personnes ayant des déficiences visuelles suggèrent d'utiliser une taille au moins de 16 à 24 points pour le corps du texte. Donc il n'y a pas de règle dans le RG2A, mais on peut quand même avoir une taille un peu minimale à utiliser. La seule règle du RG2A un peu à ce sujet, c'est le fait que le RG2A précise que la police de caractère doit pouvoir être augmentée jusqu'à 200%, tout en restant lisible. Donc généralement, les personnes déficientes visuelles peuvent utiliser des zooms d'écran qui vont permettre d'augmenter la taille des caractères et d'accéder à cette information. Donc ça, c'est un travail ensuite qui va être fait plus sur les maquettes, sur le développement en responsive pour permettre l'augmentation du texte. Donc quand ça marche bien, c'est super, le texte, on peut augmenter le texte facilement, sinon le texte sort de l'écran et ça ne fonctionne plus et c'est un vrai problème. Sinon, sur les polices de caractère, en général, on conseille de trouver des polices de texte conçues pour être plus lisibles et versatiles, c'est-à-dire ne pas utiliser les polices d'affichage un peu décoratives pour le texte, puisque ça va être moins facile à lire. Pour avoir un design accessible, ça va être préférable de choisir une police de caractère dont les lettres sont faciles à reconnaître, donc une police de caractère assez classique. C'est le plus simple. Et finalement, un autre point d'attention en conception, ça va être les animations. Alors, en conception graphique, pour rendre les pages web un peu plus fun, un peu plus dynamiques, les designers proposent souvent d'ajouter des animations. Par exemple, un carrousel pour les articles, des actualités sous forme de carrousel défilant automatiquement. Mais le défilement automatique d'un contenu web, ça va poser pas mal de problèmes. Donc, si le contenu contient du texte, les personnes qui ont des difficultés de lecture peuvent avoir du mal à lire le contenu s'il défile trop rapidement. Ça peut également distraire les personnes qui ont un déficit de l'attention et les empêcher de lire le reste du texte de la page. Et pour les personnes qui ont un lecteur d'écran, si le texte est en mouvement, ça peut poser un problème puisque le lecteur d'écran ne peut pas restituer correctement le texte. Dès que le texte bouge, le lecteur d'écran ne va pas aller jusqu'au bout de la lecture et va reprendre là où le texte s'est mis à jour. Donc après, c'est très compliqué pour les personnes aveugles qui utilisent des lecteurs d'écran d'avoir des animations comme ça. Donc généralement, on va déconseiller le contenu en mouvement. Mais dans le RG2A, il est quand même possible, il y a quand même des règles qui permettent d'avoir un contenu en mouvement tout en respectant l'accessibilité. Comment on fait ça? Alors, soit la durée du mouvement doit être inférieure à 5 secondes. Donc, il ne faut pas que ça continue à tourner tout le temps. Il faut juste un mouvement pendant 5 secondes et OK, c'est bon. Soit l'utilisateur peut mettre pause et relancer le mouvement. On doit pouvoir sinon afficher et masquer le contenu en mouvement, donc cacher le carrousel, etc., pour pas que ça dérange. Ou pouvoir afficher la totalité de l'information sans le mouvement. Donc, avoir un bouton sur lequel on peut cliquer, ça va arrêter le carrousel, par exemple, et on va tout voir. Donc, en général, la présence d'un bouton permettant de mettre le carrousel sur pause et de relancer, ça suffit à pallier le problème d'accessibilité provoqué par le défilement automatique. Mais quand même, on conseille en généralement, lors de la conception de l'identité du site, etc., des maquettes, d'éviter quand même le mouvement. C'est plus simple. Sinon, même si je sais que beaucoup de gens aiment bien mettre des choses qui bougent. Hop, on va continuer un peu sur un autre point, donc la partie plus technique. Maintenant qu'on a parlé de plus des maquettes, des wireframes, de la conception graphique, je vais laisser Damien parler plus de la partie technique. Alors oui, dans la partie technique, je vais vous montrer un peu quelques points d'attention lors du développement, des points d'attention particuliers auxquels on doit faire attention, entre autres qui seront non exhaustifs, et vous présenter aussi quelques outils qu'on peut utiliser pendant le développement qui permettent de faciliter la réalisation technique du site web en termes d'accessibilité. Du coup, quelques points d'attention
lors du développement, le markup HTML, donc c'est le nerf de la guerre de toute application web. Donc avoir une bonne sémantique HTML, c'est important, que ce soit pour le SEO ou l'accessibilité tout simplement. Utiliser les balises adéquates là où il faut. Donc avec la version 5 d'HTML, on a pas mal de balises qui sont utilisables et qui sont du coup étudiées pour être accessibles sans avoir besoin de faire énormément de modifications, de rajouter une surcouche de JavaScript dessus, étant donné que c'est le W3C, donc le World Wide Web Consortium qui s'en occupe, et que leur vision est aussi axée sur le numérique pour tous. Et donc, il faut utiliser au maximum les bonnes balises là où il faut pour pouvoir avoir un markup correct. Par exemple, utiliser le header, la balise header pour tout ce qui est en tête de site, la balise main pour tout ce qui est le contenu du site et la balise footer pour tout ce qui est le pied de page, et également faire attention aux attributs qu'on utilise dans cette sémantique. Donc par exemple pour le header, on va avoir l'attribut role qu'il va falloir déclarer comme étant égal à banner. Donc ce sont vraiment des bonnes pratiques en fait en accessibilité. Le footer va avoir un rôle content info, donc ce sont des informations qu'on peut trouver sur le site Mozilla Firefox, donc qui va décrire les rôles un peu obligatoires. Et la plupart du temps, c'est un exercice qui peut être assez compliqué parce que les rôles ne sont pas toujours évidents à attribuer aux éléments HTML. Pour les navigations, par exemple, on va retrouver la balise nav et le rôle navigation. Il va y avoir aussi parfois des tests automatiques qui vont vous dire non, c'est redondant, il ne faut pas utiliser le rôle navigation sur la balise nav, il ne faut pas utiliser le rôle banner sur la balise header, mais en fait, il faut le faire. Ça reste important. Vous avez mis l'exemple du site de Brest qui est bien balisé avec les différentes... voilà, pour illustrer. Vas-y, continue. Vous avez également les attributs ARIA. Donc, ce sont des attributs qui sont vraiment créés exclusivement pour l'accessibilité. Et ces attributs-là, on va les utiliser dans plein d'endroits. Ils vont avoir beaucoup d'utilité. Je vous présenterai quelques exemples aussi dans la partie, dans la slide d'après. Donc, on va avoir par exemple le ARIA Label qui va être très utilisé sur les titres, sur les liens. Donc, un lien dans les critères RGA, ça doit être explicite. Donc, si le lien n'est pas explicite, il faut préciser la nature du lien dans un ARIA Label. Par exemple, on va avoir un lien, très souvent trouver un lien, voire plus, juste un lien voire plus quand on veut accéder à plus de contenu. Et en fait, ce type de lien, quand on n'a pas l'information visuelle, on peut ne pas savoir à quoi ça se rapporte. Donc il va falloir avoir un ARIA Label qui décrit précisément ce qui se passe, et cet ARIA Label doit contenir, donc c'est un exemple, mais cet ARIA Label doit contenir le texte qui est affiché dans le lien. Donc ça doit écrire par exemple voir plus, la suite de la liste des actualités. Donc c'est un exemple, mais il faut toujours avoir l'information reprise dans l'ARIA Label qu'on va retrouver pour les personnes qui ont accès directement visuellement à l'information, parce qu'on doit avoir le même niveau d'information, en fait. Donc il ne faut pas qu'il y ait du texte différent sur un lien explicite que... du texte vraiment complètement différent que sur le texte du bouton de base, quoi. On va aussi utiliser par exemple ARIA Expanded sur des composants d'interface comme les drop-down. Donc on va avoir un bouton souvent avec un drop-down, on clique dessus, hop, on a un texte qui s'affiche. Ou du contenu, et ça en fait il faut pouvoir l'indiquer s'il y a un contenu qui a été ouvert ou pas
pour les vocaliseurs notamment, les outils qui vont vocaliser le contenu du site. Donc savoir si tel ou tel contenu a été ouvert et quel est le contenu qui a été ouvert. Donc, tous ces attributs ARIA vont servir à ça. Par rapport à la gestion des polices, comme le disait Leslie tout à l'heure, il faut utiliser des unités de police relatives pour qu'elles s'adaptent en fait au grossissement de la page et aussi à des éventuels outils de grossissement manuel parfois qu'on peut trouver sur certains sites. Donc un petit volet accessibilité en haut du site avec augmenter la taille de la police ou la diminuer pour avoir des tailles fixes, ou alors tout simplement utiliser le zoom. Donc je vais vous montrer un exemple. Toujours sur Brest. Utiliser le zoom de la page. Donc par exemple là, on peut très bien avoir des gens qui ont besoin de dézoomer pour avoir du texte plus petit, ou des gens qui ont besoin de zoomer au maximum. Et donc comme disait Leslie, jusqu'à 200%, par exemple, on doit toujours pouvoir être capable de lire ce qu'il y a sur le site. Donc la taille des polices va s'adapter, donc le design aussi, le comportement du site aussi va s'adapter à ce grossissement. Donc on va toujours pouvoir accéder au même type de contenu, qu'on soit en 200% ou en 100%, et pour ça, il faut utiliser des unités de police variables, relatives, et pas fixes, pour qu'elles puissent s'adapter correctement. Donc ça passe par exemple par le pixel. Le pixel, c'est très utilisé, c'est utilisé partout, ça marche très bien. Ça peut être des unités relatives comme le EM ou le REM, ou alors en fonction de la taille du viewport, donc le VW, qui va adapter la taille de la police à la largeur de l'écran. La navigation au clavier. Donc je vais arrêter le partage du coup pour revenir à la slide. La navigation au clavier, donc c'est un élément important, même si ça ne constitue pas l'entièreté de l'accessibilité, même contrairement à des idées reçues. Quand on peut naviguer au clavier sur le site est accessible, non, et c'est un peu plus compliqué que ça, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Mais il y a certains éléments qui permettent de faciliter la navigation au clavier, notamment, et qui concernent aussi la sémantique du web, notamment quand on veut par exemple utiliser un bouton qui ouvre une modale, un méga menu, des choses comme ça, il faut privilégier le markup button, parce qu'en fait, au lieu d'un lien par exemple, ou d'une div classique, ou d'un span qu'on va transformer en bouton, parce que le bouton, il intègre déjà les fonctionnalités au clavier. Donc par exemple, appuyer sur la touche entrée ou espace pour l'activer, alors que si on utilise un span, il va falloir le greffer, ce comportement, il va falloir développer en JavaScript le comportement, gérer le focus, le non-focus, la touche espace, la touche entrée, la touche échappe, alors que ce sont des comportements qui peuvent être gérés si on utilise la bonne sémantique dès le début. Également, donc, pour les interactions complexes et les composants d'interface riches, donc ce dont je vous parlais à l'instant, donc les modales sont des composants des interactions complexes, les drop-down aussi, les méga menus, comme on pouvait trouver sur Brest. Donc, je vais repartager mon écran. Désolé Leslie, je fais des allers-retours. Hop. Donc là, on a un méga menu qui est assez complexe sur Brest. Et ici, il faut que cette interaction complexe, elle soit pensée et réfléchie en amont par la conception, parce que du coup, comme disait Leslie, on peut faire quelque chose qui est beau, mais qui peut être très compliqué à développer en fait.
Il y a aussi des sites qu'on développe qui sont issus, enfin qui sont des systèmes de gestion de contenu. Donc nous, par exemple, notre typologie de projet chez Adimeo, elle tourne beaucoup autour de Drupal. Et Drupal, c'est un CMS. Et le CMS, ça génère du HTML. Donc le développeur, il n'a pas forcément la main sur ces éléments-là. Il doit tout faire pour avoir le maximum de pouvoir dessus pour pouvoir gérer ce cas de figure. Donc les menus sont des contenus administrables, donc il faut aussi gérer la façon dont ils vont s'afficher dans le site web. Donc si on navigue rapidement au clavier, ici par exemple, hop, j'appuie sur espace et on peut directement naviguer sur les items de menu. Si je rappuie sur espace, on va pouvoir continuer de naviguer. Je rappuie sur espace, j'appuie sur échappe, ça revient en arrière, j'appuie sur échappe à nouveau, ça ferme le menu, et toutes ces interactivités, il faut les gérer et il faut y penser en amont parce que ça prend beaucoup de temps à faire, surtout quand on n'a pas forcément un design standardisé sur tous les sites qu'on fait, etc. Donc si on veut laisser libre cours à sa créativité, il faut aussi donc penser accessibilité dès le début du projet, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir prendre en compte le développement de ces composants dès le début et faciliter le développement. Donc ensuite, je vais vous présenter quelques outils pour le développement qu'on utilise, qui facilitent un petit peu la partie... qui facilite le développement, tout simplement, parce que donc le souci, c'est que je parle en tant que développeur, on va être les petites mains qui vont développer le markup HTML, le site, etc. Et comme l'a montré Leslie tout à l'heure, il y a des tas de situations, de types de situations à prendre en compte, et en fait, on ne peut pas humainement les prendre en compte, y penser à chacune de ces situations en connaissance de cause, en étant en train de développer. Donc en fait, le RGA, il va servir à ça. Il va servir à simplifier un peu et à montrer des critères et des bonnes voies à appliquer, et il va servir de checklist tout simplement. Donc pour ça, on va avoir quelques outils que je vais vous montrer, donc des extensions navigateurs. Donc l'assistant RGA, lui, il va directement, donc je vais vous montrer ces exemples-là tout à l'heure, mais je vous présente d'abord la slide. Il va vous montrer les critères en fonction de différentes thématiques, les critères à appliquer pendant le développement du site. Donc ça peut être un bon rappel si on a l'impression d'oublier quelque chose et pas avoir plusieurs fenêtres à gérer. Ah oui, ce critère-là, est-ce qu'on le respecte, etc. Donc le contrast checker, comme l'a présenté tout à l'heure Leslie. Axcore et Wave sont des outils qui vont permettre de tester des éléments d'accessibilité directement sur une page. Lighthouse, que vous devez connaître, c'est un outil de Google qui permet de tester aussi rapidement si votre page va être accessible ou pas. Enfin, elle va donner une note en fait sur le niveau d'accessibilité de votre page. Quelques ressources également qu'on va utiliser, donc le site du RG2A, donc un site Access Web qui regroupe quelques notices aussi qui sont très intéressantes sur des composants riches d'interface et des critères aussi à respecter et qui donnent des exemples. Et la bibliothèque d'exemples du W3C. Donc, ce sont des bibliothèques de composants JavaScript qui fonctionnent, qui ne conseillent pas toujours d'utiliser en production. Donc, parfois, il faut aussi prendre en compte nos problématiques et les intégrer à ces bibliothèques. On peut pas juste ce sont des exemples, donc on peut pas juste les prendre, les télécharger et les utiliser sur un site. Il faut quand même les travailler un petit peu. Et des logiciels de vocalisation qu'on va pouvoir aussi utiliser pour essayer de se mettre dans une situation particulière. Parce que la vocalisation aussi, c'est un peu compliqué à imaginer si on ne teste pas nous-mêmes. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant, même en tant que développeur, d'avoir un outil qui permet de vocaliser une page web. Donc on a plusieurs logiciels qui permettent de faire ça. NVDA sur Windows qui est libre et qui est très bien fait. Orca pour Linux.
et VoiceOver pour Mac. Donc ce sont des exemples. Il existe pas mal de versions pour chacun des systèmes. Donc je pourrais pas vous le montrer parce que je suis sur Linux et moi j'utilise le NVDA de Windows, donc je peux vous montrer une vocalisation. Mais je vais vous montrer rapidement quelques extensions de navigateur. Alors, hop, partager l'écran à nouveau. Je sais pas si ça partage là. Non, ça partage pas. Ah, parfait. Moi, j'avais bugué. Pas de souci. Alors donc voilà le site des critères du RG2A que vous devez connaître avec les thématiques. Sur un site directement, donc on va avoir l'assistant RG2A, donc qui va ressortir exactement le même contenu qu'on vient de voir sur les sites, donc avec les niveaux de conformité, les critères, en fonction des thématiques également. Donc ça permet d'avoir un accès rapide à ces critères-là. Wave, donc lui, il va analyser la page web et il va directement mettre sur le site des éléments qui vont et des éléments qui ne vont pas. Donc ça peut être très pratique aussi. Donc là, il trouve 4 erreurs et des erreurs de contraste. Donc comme vous voyez ici, par exemple, on a des erreurs de contraste. D'où l'importance aussi de sensibiliser les contributeurs du site, les futurs contributeurs du site, parce que ce genre de couleurs, en fait, ce sont des couleurs que les contributeurs choisissent, en l'occurrence, sur ce site-là. Donc c'est eux qui vont choisir la couleur de la catégorie, et il se trouve que là, il y a un problème de contraste, donc à améliorer. On peut aussi utiliser des librairies qui permettent de calculer, donc c'est du JavaScript encore, donc ça rajoute un petit peu de complexité au développement, qui peuvent calculer les contrastes entre deux couleurs et essayer d'ajuster en blanc ou en noir la couleur du texte, mais il y a toujours des moments limites, quoi. Il y a des couleurs qui peuvent pas, tout simplement pas forcément passer. L'autre élément aussi que je vous avais présenté dans la slide, c'est le Hackscore. Donc Hackscore, c'est une autre extension qui s'installe. On lance une analyse. Donc c'est à peu près la même chose, il va sortir à peu près les mêmes erreurs. La plupart des erreurs sérieuses, ce sont les erreurs de contraste. Donc comme on le voit, ça va les indiquer. Ça va indiquer également où est-ce qu'on peut les trouver dans le HTML. Donc ce sont des outils qui sont très pratiques. Également, donc, les bibliothèques de référence. Donc là, c'est celle du RG2A qui présente quelques éléments qui sont prêts à l'emploi, donc accessibles. Donc là, par exemple, on peut choisir avec un slide. C'est possible qu'il ne soit pas vraiment à jour celui-là, mais normalement on peut choisir différents types de composants et on peut les utiliser sur le site. Et ils sont accessibles. Après, évidemment, on a envie de les pimper un peu. Et dans la même veine, en fait, sur le site du W3C, on va trouver des exemples de composants JS. Donc ce sont des mix de markup HTML et de JS. Hein. Le JS tout seul ne fait pas tout, sinon ça fait une charge de travail énorme. Donc toujours un markup. Donc je vais vous montrer un exemple. Je sais pas, une modale, c'est toujours dialogue, voilà. Donc là, on va avoir le pattern qui va être décrit, les interactions clavier qui sont possibles, des notes directement liées au référent, au référentiel, pardon. Et dans les exemples,
ici, donc il précise bien qu'il ne faut pas forcément faut pas les utiliser dans des environnements de production, il faut les tester avant. Quand on les intègre à nos sites, on ne peut pas les utiliser brut de décoffrage comme ça. Et ici, donc un CodePen avec le code vers ce composant et un exemple qui fonctionne avec, par exemple, là, on a le trap focus, donc j'ai beau naviguer au clavier, je ne vais pas sortir et retourner sur la page web. Ce sont des choses qui sont pas forcément faciles à gérer en JavaScript. L'échappe qui ferme la fenêtre, etc. Donc ça sont des sites sont des sites ressources qu'on peut utiliser lors du développement et qui sont très utiles et qui font gagner un temps considérable pour développer ce genre d'application, les sites web accessibles. Donc je stoppe le partage de mon écran et je laisse la parole à Leslie pour la partie. Ouais. Je vais faire un petit point sur les contenus. Avant, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat pour demander pourquoi utiliser de l'ARIA en plus du web sémantique HTML5 en bien construit. Puisque effectivement, il y a beaucoup d'outils d'aide aux personnes en situation de handicap qui respectent le HTML5. Alors, c'est effectivement une des règles principales d'ARIA. Je vous mets le lien dans le chat. Dire que si on peut utiliser un élément HTML natif, HTML5 natif, ou un attribut qui sont déjà prévus en HTML5, c'est pas utile d'utiliser ARIA. Par contre, parfois, la propriété est disponible en HTML, mais elle est implémentée, mais l'accessibilité n'est pas correctement implémentée avec cette propriété. Ou alors, parfois, en fonction du design visuel qu'on veut obtenir, du rendu qu'on veut obtenir, l'utilisation d'un élément natif ne permet pas d'être designé comme on le souhaite. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser de l'ARIA. Ou tout simplement, parfois, il y a certaines propriétés qui ne sont pas disponibles en HTML5. Donc, je crois que vous avez d'ailleurs une liste sur... quand vous allez sur le lien que je vous donnais, je vais même mettre le lien directement dans le chat, vous avez une liste des features qui ne sont pas disponibles en HTML5 et du coup des propriétés ARIA et des rôles ARIA que vous pouvez utiliser qui sont vraiment nécessaires. Voilà. Je vais faire un petit point rapide sur les contenus, l'importance des créateurs de contenu lorsqu'on veut faire un site web accessible. Et puis, on fera un point également rapide, parce que je vois que le temps avance, sur la mesure de l'accessibilité. Alors, quand on ajoute des contenus sur un site, donc quand on écrit des articles, quand on contribue au contenu, souvent, ce n'est pas nous qui avons créé le site et donc on n'a pas forcément la main sur l'accessibilité. Par contre, il y a des éléments qui vont quand même être essentiels et sur lesquels on va avoir la main, sur lesquels, en tant que contributeur, auxquels on va devoir faire attention. Donc, on peut penser tout simplement aux textes alternatifs qui sont très importants pour l'accessibilité. Donc, les textes alternatifs donc, sur les images, inclure un attribut alt sur toutes les images qui contiennent un contenu pertinent, donc avec une description de l'image qui transmet son sens et son contenu sur la page, qui peut être récupéré par un lecteur d'écran, assez classique. L'autre élément important, Damien l'a mentionné, ça va être la structure sémantique. Ce qui est assez important, ça va être d'utiliser une structure de rubrique et de paragraphe pour le contenu. Ça, il y a des choses qui vont être implémentées directement dans le code, mais en tant que contributeur de contenu, vous allez devoir penser à bien mettre des titres sur les différentes parties, des sous-titres si besoin, etc. Puisque les utilisateurs de lecteurs d'écran et ceux qui naviguent au clavier ont souvent tendance à utiliser les rubriques d'un document comme une indication pour trouver ce qu'ils recherchent. Et donc, c'est important d'avoir bien une structure de titre qui fonctionne bien. Pour vérifier ça, vous avez un petit outil, je vais vous montrer très rapidement, qui s'appelle HeadingsMap, que vous avez le lien dans le chat pour télécharger les add-ons, qui va en fait vous permettre, en cliquant simplement, d'afficher la structure de titre
du site. Ici, donc, on a la structure de titre du menu, mais également la structure de titre de l'article. Ce sur quoi, en tant que contributeur, vous avez la main, ça va être mettre les titres, les sous-titres, etc., pour que ce soit bien construit et que les personnes puissent naviguer facilement. Donc ça, c'est important quand on contribue en termes de contenu. D'autres éléments, ça va être, le dernier élément dont je vais parler, parce qu'on ne va pas s'attarder, ça va être les documents téléchargeables. Donc souvent, sur les sites web, on va mettre des documents téléchargeables, des PDF, etc. Les enjeux d'accessibilité des documents téléchargeables, c'est les mêmes que pour un site web. On doit structurer les documents avec des titres, mettre des listes, faire attention aux couleurs, mettre des alternatives d'images, etc. Le format PDF, en général, ça fonctionne très bien pour créer des documents accessibles. Le format Word aussi. Un document créé sous Word ou OpenOffice et correctement structuré peut être facilement converti en un document PDF balisé, pour autant que les options sont correctement sélectionnées lors de la conversion. Quand vous utilisez Word, PowerPoint, etc., vous avez des options pour vérifier l'accessibilité. Dans Word, par exemple, vous pouvez aller dans Outils, il y a Vérifier l'accessibilité. Dans PowerPoint aussi, Révision, vérifier l'accessibilité, ce qui vous permet de vérifier l'accessibilité de ce qui marche bien. Il y a également un petit lien dans le chat vers un vérificateur d'accessibilité PDF qui vous permet de checker l'accessibilité de vos PDF, voir si ça fonctionne bien, si on peut naviguer dedans facilement, etc. Est-ce qu'il y a des alternatives aux images? Donc tout ça pour que les documents téléchargeables que vous proposiez soient également accessibles, parce que c'est également important. Voilà, donc on a vu quelques exemples d'éléments qui vont permettre d'améliorer l'accessibilité du site web. On n'a pas fait le tour de tous les critères nécessaires parce que ça prendrait trop de temps. Mais on va faire un petit point avant de terminer sur les différentes façons dont vous pouvez évaluer l'accessibilité de votre site web. Et oui, malheureusement, le vérificateur d'accessibilité PDF est dispo que sur Windows. Et donc, je ne l'ai pas non plus, effectivement, parce que je suis sur Mac et ça ne marche pas. Donc, je vous parlais brièvement des tests automatiques qu'on peut réaliser. Donc pour ça, il y a un outil qui existe qui est Lighthouse de Google, qui peut rapidement vous montrer si vous avez respecté la plupart des critères les plus évidents à trouver pour un site web. Donc, je vais vous montrer encore un petit partage d'écran. Tac. Donc, sur ce site-là, par exemple, on a une accessibilité qui a été testée à 100 par Lighthouse. Donc, il indique pas mal de critères, les critères qui ont été passés, les critères qui sont non applicables au site. Donc, pour le lancer, est-ce que je peux en relancer un? Je pense qu'il faut le fermer. Vous pouvez lancer, donc générer un rapport Lighthouse et en prenant uniquement en compte l'accessibilité, sinon il va vous donner d'autres notes, mais la note sera la même. Donc il va analyser la page courante, donc ça ne va pas analyser tout le site pour le coup. Et cette page-là, par exemple, va avoir un score de 100. Là, une page de contenu, donc c'est la page d'accueil sur ce site-là. Une page de contenu va avoir un score de 96 aussi, donc qu'est-ce qu'il va relever ici? Le background, voilà, c'est un contraste de couleur encore. C'est pas forcément facile à gérer le contraste de couleur sur les sites de gestion de contenu aussi également. Et en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que malgré des tests très bons en termes d'accessibilité, le site il est jugé non conforme sur la base sur laquelle il a été évalué. Et en fait, il s'est expliqué pourquoi il a été non conforme. Et sur ce site, il me semble que il y a des fenêtres modales qui ne fonctionnent pas bien.
le menu de navigation, donc tout est cité ici. C'est parce qu'il y a eu un audit sur ce site-là. Donc ça montre que les tests automatiques, ils peuvent afficher une très bonne note, ils peuvent afficher une note qui n'est pas parfaite. Pour autant, un véritable audit fera quand même toujours plus foi qu'un test automatique. Parce que tout ne pourra pas être testé. La transcription d'une vidéo, la transcription textuelle d'une vidéo non plus, d'un contenu non plus. Donc forcément, il y a des limites aux tests automatiques, mais dans le cadre d'un développement, en tout cas, ça peut aider à relever certaines erreurs. Oui, tout à fait. Voilà, je pense que les tests automatiques, c'est vraiment un bon outil. Mais effectivement, comme le disait Damien, on n'a vraiment pas tout avec les tests automatiques. On ne peut pas tout contrôler parce que, effectivement, c'est pas forcément, ça ne fonctionne pas toujours parfaitement. L'autre solution qui peut être intéressante pour mesurer l'accessibilité de votre site web, c'est de réaliser un audit d'accessibilité numérique, donc qui va permettre d'évaluer au regard du référentiel, en général le RG2A, puisque c'est celui qui est effectif en France, le niveau d'accessibilité de votre site ou d'une application à partir d'un échantillon de pages. En général, pour faire un audit, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un échantillon représentatif des pages du site. On va analyser les pages en utilisant les critères, les tests définis dans le référentiel. On va rendre un rapport qui détaille toutes les erreurs avec des conseils sur comment les corriger. Et ensuite, si l'objectif, c'est de s'améliorer, d'obtenir une amélioration, un second audit de contrôle aussi peut être organisé pour vérifier qu'il y a bien des améliorations, que les non-conformités ont disparu, etc. Et cet audit, ça va permettre donc de réaliser votre page de déclaration d'accessibilité, qui est obligatoire si vous avez une obligation légale d'accessibilité avec le RG2A. Donc, comme Damien montrait sur le site du Macorlan, c'est une déclaration d'accessibilité qui va nous dire si vous êtes conforme ou non aux critères de contrôle du RG2A, qui va signaler quels contenus sont non accessibles s'il y a un problème, et de permettre un dispositif d'assistance et de contact, comme je parlais au début. Donc ça, c'est une autre façon d'évaluer l'accessibilité, et c'est assez intéressant. Une autre façon donc, qui est également importante, c'est les tests utilisateurs. L'évaluation de l'accessibilité numérique, ça met souvent l'accent sur la conformité aux standards d'accessibilité, comme le RG2A, les WCAG, etc. Alors la conformité, bien sûr, ça a son importance, puisque c'est des règles qui ont été travaillées, étudiées par des experts, etc. Mais évaluer avec des vraies personnes, ça a de nombreux avantages. Par exemple, pour apprendre comment votre site ou votre outil web fonctionne réellement pour les utilisateurs, pour mieux comprendre les problèmes d'utilisabilité que ça peut poser, évaluer avec des personnes en situation de handicap, c'est vraiment utile pour identifier les problèmes spécifiques qui ne peuvent pas être détectés uniquement avec un audit. Ça permet d'aller aussi un peu plus loin, de voir certains problèmes qui ne rentrent pas dans les critères de l'audit, mais qui peuvent être soulevés par des personnes qui sont en situation de handicap. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure quelques utilisateurs en situation de handicap, donc soit faire un test avec eux sur différentes maquettes, etc., sur différents critères. On peut également les inclure tout au long du développement pour effectuer des tâches sur les prototypes, sur les maquettes, puis sur les pages web développées pour améliorer différents aspects de conception du code, ou faire des tests utilisateurs à la fin du développement pour voir les problèmes qu'il faut changer. Donc c'est vraiment utile de travailler avec des utilisateurs, puisque ça permet de mettre en œuvre des solutions d'accessibilité plus efficaces. Le site web fonctionnera mieux, sera plus utilisable pour les personnes handicapées, les personnes âgées également, d'autres groupes cibles. Et rendre les sites web et les outils du web plus utilisables pour les personnes handicapées, ça améliore l'utilisabilité pour tout le monde.
Et ça permet vraiment d'améliorer votre site web et c'est vraiment très utile. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation. Donc pour rappel, Damien et moi, on travaille donc chez Adimeo, qui peut, si ça vous intéresse, vous aider, vous accompagner sur l'accessibilité, que ce soit dans les phases de conception, architecture de contenu, identité graphique, etc. On a des experts qui peuvent vous aider à intégrer l'accessibilité à votre projet. Sur le développement également, grâce à des développeurs comme Damien qui ont bossé l'accessibilité, on a également des personnes qui peuvent vous aider à rendre votre site plus accessible. Et sur l'évaluation, comme on en parlait, réaliser des audits, des tests utilisateurs, tout ça, c'est assez utile pour améliorer l'accessibilité. N'hésitez pas, avant de terminer, si vous avez des questions, puisqu'on dépasse un petit peu le temps prévu, mais c'est pas grave, on peut prendre 5 minutes pour des questions si vous en avez. J'ai vu qu'il y avait un autre conseil pour des outils de check de contraste dans le chat. Je vais remettre le lien si ça vous intéresse. On a une autre proposition d'outils de test de contraste qui peut vous intéresser. Donc, différents outils qui sont utiles, qui peuvent vous servir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis sinon, on va vous souhaiter une bonne journée à tous. Merci à tous d'avoir été présents.